Nous sommes le mardi 9 décembre. Voici à la une. Bonjour, bon mardi, bienvenue à l'émission, bienvenue à la une, c'est Mathieu Bellumeur au microphone, j'espère que vous allez bien en ce mardi matin, alors qu'on confirme qu'il n'y a toujours pas d'entente chez Air Transat. D'ailleurs, vous savez qu'hier, l'entreprise a commencé à annuler des vols et on voit les conséquences là aujourd'hui. 9 décembre, il y a plusieurs vols de Transat à destination, entre autres, du Mexique et de la République dominicaine qui sont annulés. Des vols en fin de journée, fin d'après-midi, début de soirée. Donc, effectivement, ça commence. Il n'y a toujours pas d'entente. S'il y a une grève, ce serait à partir de demain, avec les conséquences que l'on connaît et de l'inquiétude pour bien des passagers. On va revenir là-dessus, faire le point. Mais pour l'instant, ça ne bouge pas. Évidemment, s'il y a du nouveau, vous allez être informés. Sinon, ce qui retient aussi l'attention, c'est ce temps froid sur une bonne partie du pays. D'ailleurs, notre collègue Thomas Gerbet nous apprend ce matin sur le site de Radio-Canada qu'Hydro-Québec a émis 2 alertes de défaillance de puissance. En fait, on est passé aussi près de manquer de puissance ou de mégawatts, si vous voulez, depuis la demande record de février 2023. En fait, c'est le 3 et le 5 décembre dernier, donc au cours des derniers jours, véritablement, avec ce froid. Hydro-Québec a eu peur de ne pas pouvoir alimenter tous ses clients au même moment parce que ça arrive tôt, ce froid, dans l'année, on l'a dit, on l'a répété, et puis il y a des turbines de certaines centrales hydroélectriques qui sont encore en maintenance. Alors, ça fait en sorte qu'on a craint de manquer de puissance. Et d'ailleurs, ce matin, c'est encore très, très froid au réveil si vous avez à sortir, en tout cas dans la grande région de Montréal. Véronique Méran, bonjour. Bonjour, Mathieu. C'est froid un peu partout, d'ailleurs, encore une fois. Hein? Moins 17 à Montréal, moins 28 en Estrie, entre moins 26 et moins 29 les Laurentides, la Naudière, moins 18 à Québec, moins 25 en Outaouais, moins 22 à Ottawa, moins 20 en Abitibi, moins 15, moins 16 le Saguenay, le Bas-Saint-Laurent. Dans l'Ouest, ça va un peu mieux, mais bref, on a vraiment des températures au Québec là, qui sont très, très froides et anormalement froides pour cette période-ci de l'année. Oui, c'est ça. On a failli toucher la barre du moins 20 cette nuit. Montréal, il a fait moins 19 et des fois, on perd quelques degrés au lever du jour. Si c'est le cas, on touchera la barre des moins 20 et normalement, ça se fait vers la fin décembre. Oui, c'est ça. Alors, température, on n'a pas battu de record hier, mais on les a frôlés à plusieurs endroits. On va revenir sur les prévisions de la météo pour la journée, mais vous allez comprendre effectivement que c'est froid pour ce qui est de l'article de Thomas dont je vous parlais. C'est à lire, c'est publié en une de notre site. Julie Jasmine est aussi en studio. Bonjour Julie Jasmine. Bonjour. On va se reparler un peu plus tard à la fin de l'émission des Golden Globes. Hier, on a appris les nommés pour cette cérémonie qui aura lieu un peu plus tard et qui récompense bien sûr le cinéma et la télévision aux États-Unis. Oui, et on sépare le drame de la comédie. Il y a bien sûr ces productions américaines, mais aussi qu'on appelle l'international, donc les films. J'ai hâte de faire le tour avec vous parce qu'il y a beaucoup de Canadiens qui se démarquent cette année et on aura le résultat bien sûr dans cette grande soirée télévisée le 11 janvier prochain. On y revient un peu plus tard. Olivier Pellerin fait son entrée en studio. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors parlons de sport ensemble. Il est question de cette aréna où on aura le plaisir, en tout cas je l'espère, de voir du bon hockey aux Jeux olympiques. Par contre, il y a quand même des questions sur l'état de la glace, de la patinoire, des installations comme telles. Hein? Déjà, les dimensions atypiques avaient fait beaucoup jaser. Oui. Ça, c'est réglé. C'est pas nécessairement une inquiétude, même si ça suscite un peu de questionnement. Comment on a pu se tromper dans ces dimensions? Ça, c'est une question qui demeurera peut-être une question à laquelle on aura de la difficulté à répondre avant longtemps. Autre chose aussi, c'est surtout l'avancement des travaux qui inquiète beaucoup non seulement la Ligue nationale de hockey, mais la Fédération internationale. On devait y tenir un événement test à la fin de l'année. Ça a été annulé. Ça a été reporté, en fait, à janvier. Et encore là, de gros points d'interrogation qui ont ressurgi lors de la rencontre des gouverneurs à Colorado Springs. Donc, les gouverneurs de la Ligue nationale de hockey sont réunis avec les commissaires pour discuter de différents enjeux. Et les journalistes ont bien entendu beaucoup insisté sur cette fameuse patinoire qui doit accueillir le tournoi masculin et féminin de hockey lors des prochains Jeux de Milan. On a parlé, d'optimisme prudent dans le cas du commissaire adjoint Bill Daly. C'est demain les Jeux, là. C'est ça. Ce qu'on dit, c'est que selon les estimations du comité organisateur, l'aréna serait prêt le 2 février.
Ça, c'est 4 jours avant le coup d'envoi des Jeux olympiques. C'est vous dire à quel point on aura peu de temps pour apprécier les lieux et reconnaître peut-être tous les travaux qui ont été faits et donc attester peut-être de la fin des travaux. Ça risque de sentir un peu le plâtre et la peinture, j'ai l'impression, si tel est le cas. Mais donc, la Ligue nationale se dit pas très inquiète, mais quand même, il y a certains questionnements sur l'état de la patinoire, l'état de l'aréna aussi, dans quelles conditions est-ce que les joueurs de la Ligue nationale vont jouer. Et ce que Bill Daly disait hier, c'est que c'est pas la Ligue nationale qui prendra la décision à savoir si les joueurs de la Ligue nationale iront ou pas, ce sera la Fédération internationale. On sait que Luc Tardif, le président, avait parlé des installations en disant que c'était pas nécessairement à la hauteur des attentes, mais j'ai l'impression qu'on se serrera les dents puis on disputera le tournoi en espérant qu'il n'y aura pas de problème de ce côté. Autre dossier qui est ressorti hier auprès des commissaires des gouverneurs, en fait, c'est François Gagnon du réseau RDS qui a écrit un texte tard hier soir. C'est sur ce fameux chandail des Nordiques de Québec. Le Canadien de Montréal avait joué au Colorado contre l'Avalanche et donc l'Avalanche portait ce chandail des Nordiques et on s'était dit, pourquoi pas à Montréal? Ce serait quand même une bonne idée. Et là, il semble qu'il y a une porte ouverte pour le mois de janvier. C'est ce que François Gagnon a recueilli comme information de la part de Joe Sakic à l'Avalanche du Colorado et de Jeff Molson aussi du Canadien de Montréal. Il y aurait des discussions entre les deux équipes et Bill Daly, toujours le commissaire adjoint, questionné par François Gagnon, a dit on attend que les deux équipes nous en parlent, mais a priori, je suis pas contre. OK. Donc ça, c'est intéressant quand même. Il semble que juste sur le plan marketing, ça m'apparaît être une bonne idée. Mais voilà. Donc on gardera un œil là-dessus, mais c'est un dossier qui est intéressant. Parlant du Canadien, ce soir, retour au jeu contre le Lightning. Oui, contre le Lightning de Tampa Bay, qui est sur une vilaine séquence, une séquence de 4 défaites consécutives. Hier, ils ont perdu 2-0 contre les Maple Leafs de Toronto dans un match qui a été rondement mené quand même par les Maple Leafs. C'est Morgan Rielly qui a marqué en première période et Austin Matthews dans un filet désert pour donc cette victoire des Maple Leafs. Il y a d'ailleurs Dennis Helleby qui a signé le blanchissage hier. Et donc, dans quel état est-ce que le Lightning se présentera à Montréal ce soir? On verra ça. Et dans quel état, surtout, sera le Canadien? Donc, match qui est prévu ce soir au Centre Bell. Merci beaucoup, Olivier. Un plaisir. Bonne journée. Alors, Véronique, je reviens à vous. Froid avant la neige. Exactement. Ce froid est encore bien présent ce matin. En journée, on aura du -8, -10. Il a fait -14 hier comme comparable là, à Montréal. C'est comme ça partout. Ça va grimper de quelques degrés, mais rester bien en dessous des normales. La normale, c'est -1 le jour, -9 la nuit sur le sud du Québec. Alors, température moins froide qu'hier. Ennuagement, ça se fait quand même assez rapidement ce matin pour Montréal, en après-midi pour l'Estrie. Ça deviendra variable à Québec. Il y aura même des flocons cet après-midi du côté de l'Outaouais. Et la neige, oui, commencera tranquillement. Fin de nuit, tôt demain matin, mais disons la période la plus soutenue, là, l'heure de pointe de la neige, là, ce sera mercredi après-midi jusqu'à jeudi matin tôt. Donc, on ira avec accumulation totale à partir du moment où ça commence jusqu'à jeudi midi. On parle d'un 15-20 cm en moyenne, peut-être un peu plus localement. Tout dépendra de jeudi. S'il y a un autre centre dépressionnaire qui se reforme derrière, à ce moment-là, on pourrait gonfler les accumulations un peu, aller jusqu'à 25 et même un peu plus. Donc, c'est une neige qui va tomber, oui, -2, -4 degrés. Alors, une neige qui devrait rester quand même assez légère. Si jamais le système change sa trajectoire et passe un peu plus au nord, la neige pourrait être plus lourde. Les températures pourraient être un petit peu plus près de zéro. Alors, tout ça reste encore à surveiller. Et jeudi, derrière ça, le mercure rechutera autour de -6, -8 en cours de journée. Du côté de l'Abitibi, on en aura moins. On parle de faible neige aujourd'hui, 2 cm et 3 à 5 pour demain. -7, -9 pour ces 2 journées. On est sous la barre du -20 ce matin. Le Saguenay, le Lac-Saint-Jean, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, la Côte-Nord, c'est un ciel assez variable aujourd'hui. Ça va s'ennuager vers le Saguenay, le Lac-Saint-Jean. La neige commencera ce soir, là aussi un 3 à 5 cm demain. Vers le Bas-Saint-Laurent, ça commence ce soir également, 5 à 10 cm, ça se poursuit demain. La Gaspésie, pas de neige avant demain soir. On ira chercher un 10-15 cm et autour d'une dizaine pour la Côte-Nord. Ça commencera demain soir aussi. En territoire ontarien, on a possibilité de bourrasque, région plus au centre. Aujourd'hui, 10-20 cm possible localement. 5 à 10 cm pour Toronto-Windsor. Ça commence cet après-midi. On aura 15 à 20 pour Ottawa, mais ça commence tranquillement ce soir. D'ici là, ça s'ennuage. Et pour ce qui est de l'ouest, ça reste assez nuageux à Vancouver. Le mercure sera à la baisse dans les prairies là, pour aller chercher du -10, -15. Edmonton, Calgary, ciel assez nuageux, ça se dégagera cet après-midi. Mélange pluie-neige, un peu de verglas possible sur le sud de la Saskatchewan ce matin. Ça se refroidit par la suite. Et à Winnipeg, 2 à 4 cm de plus. Il fait -8. En gros, ça sonne un peu l'hiver. Avant le vrai hiver. Je trouve que ça fait un bout, ça sonne l'hiver. Moi. 21 décembre, officiellement, 10h03, on aura les 2 pieds dedans. Mais l'hiver météo, déjà c'était les 2 le 1er pieds décembre. Vous avez raison. Alors, moi, je suis dans l'hiver météo et j'assume. Bon, on est beaucoup avec vous. Bonne journée.
À la une des quotidiens, en commençant par la presse plus, qui titre « Les fugues bondissent dans les centres jeunesse depuis 5 ans. Elles sont en constante augmentation ». Dans l'article de la presse, la mère d'un adolescent qui s'est enfui de son centre à répétition déplore que rien ne soit fait pour l'en empêcher. Effectivement, depuis l'arrivée de Leslie Hill, donc qui s'occupe, la directrice nationale de la protection de la jeunesse, elle a un peu changé les règles et elle dit essentiellement dans l'article qu'un encadrement trop sévère n'est pas la situation. Par contre, il y a des parents qui s'inquiètent, dont cette mère d'un enfant de 17 ans qui multiplie les fugues. Elle dit « C'est la petite école de l'itinérance. J'entends des histoires où on voit des fugueurs aller dormir dans des parcs, tout près de guichets automatiques. Donc, on craint pour la sécurité de ces jeunes-là, alors que, justement, le nombre de fugues est en hausse. Mais d'un autre côté, ce qu'on comprend, et c'est un peu le point de vue de Leslie Hill, c'est que s'il y a un encadrement trop sévère, si ça ressemble davantage, si vous voulez, à une prison et qu'on enferme ces jeunes, c'est pas nécessairement ce qui est souhaitable non plus. C'est pas mieux que ce soit trop libre, mais en même temps, il ne faut pas que ce soit trop restrictif non plus. Dossier d'Ariane Lacourcière à une dans la presse de ce matin, qui publie dans ses pages dialogue une lettre ouverte de l'ancien ministre de l'Environnement, toujours député libéral de Laurier-Sainte-Marie, Stephen Guilbeault, qui parle du grand compromis qui ressemble à une vente au rabais, en parlant bien sûr de ce projet de pipeline entre l'Alberta et la Colombie-Britannique. Il dit qu'il y a plusieurs enjeux qui se dressent devant le gouvernement du Canada. Il se dit encore optimiste, qu'il garde encore quand même un mince espoir que ça puisse devenir un moment marquant dans le leadership pour le premier ministre et la première ministre de l'Alberta, parce que le risque d'un échec total est immense si le Canada allait de l'avant avec ce projet de pipeline. Donc, lettre ouverte de Stephen Guilbeault, assez forte évidemment, et on l'a entendu en entrevue depuis son départ du ministère de l'Environnement du Canada. Vous pourrez lire ça dans la presse de ce matin. En une du Journal de Montréal, des chauffeurs Inc. proches de Mark Carney. Plusieurs rencontres entre leur porte-parole et le premier ministre. Vous savez, ces chauffeurs Inc. ou chauffeurs au rabais, ce sont ces chauffeurs qui travaillent comme travailleurs autonomes pour une entreprise, souvent pour la même entreprise, mais comme ils sont travailleurs autonomes, ils n'ont pas à se soumettre à certaines règles, à certains critères de formation, et certains ont été impliqués dans de graves accidents de la route. Et ce qu'on apprend dans le Journal de Montréal, c'est qu'il y a un proche de Mark Carney, qui est un généreux donateur du Parti libéral, qui s'active en coulisses pour empêcher Ottawa de serrer la vis aux chauffeurs au rabais, qui font perdre des milliards de dollars à l'État et qui sont mis en cause dans de nombreux accidents. Vous pourrez lire ça donc en une du Journal de Montréal. Dans Le Devoir, ce matin, on nous parle de Pierre-Paul Geoffroy, le poseur de bombes du FLQ, un révolutionnaire québécois qui avait été condamné à 124 peines d'emprisonnement à perpétuité et qui est décédé samedi. Il était sorti de prison depuis plusieurs années, mais donc avait eu des problèmes pulmonaires, et on nous raconte un peu son histoire, le rôle qu'il a joué, entre autres dans ce qu'on a appelé la crise d'octobre. Sinon, Le Devoir nous parle aussi de ces soldats biélorusses qui tombent dans l'ombre et qui combattent aux côtés de l'armée ukrainienne, mais il n'y a pas d'endroit, pas de cimetière en Ukraine où on peut leur rendre hommage, où on peut les inhumer. Ils doivent être rapatriés en Biélorussie, mais évidemment, c'est compliqué. La Biélorussie qui est plutôt près du régime de Vladimir Poutine. Donc, article de Patrice, plutôt Sénécal, collaborateur du Devoir à Kiev. Vous pourrez lire ça à une du quotidien. Le Globe and Mail ce matin nous parle de l'aide étrangère qui s'assèche au Soudan, qui s'enfonce dans une crise alimentaire. Il y a eu des réductions occidentales dans un pays qui est miné par les conflits et la corruption. Il y a eu beaucoup de réductions d'aide étrangère, notamment par l'administration Trump. Plusieurs pays occidentaux n'ont pas comblé le manque. Le gouvernement canadien qui a également réduit de 2,7 milliards de dollars son aide internationale sur 4 ans. Mais en ce moment, dans le sud du Soudan, on fait les frais donc de cette aide internationale réduite.
Jean-Philippe Robillard est avec nous en studio. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Mathieu. Alors oui, nous sommes à possiblement quelques heures du début de cette grève des pilotes d'Air Transat, la compagnie aérienne qui poursuivent et le syndicat qui poursuivent là, les négociations de façon intensive. Oui. Mais on se prépare quand même sur le terrain. D'ailleurs, il y a des vols qui sont annulés, là, des vols qui étaient prévus aujourd'hui. Oui, il y a des voyageurs qui vont être déçus aujourd'hui, Mathieu, parce qu'Air Transat annule 6 vols, 3 qui devaient partir de Montréal et de Toronto cet après-midi vers le Mexique et la République dominicaine. Il y a 3 autres vols également qui sont annulés. Ce sont des vols qui devaient revenir de Cancun et de Punta Canas, donc dire qu'il y a des voyageurs qui vont devoir prolonger leurs vacances, le temps de trouver un moyen de rentrer au pays. Il faudra voir ce que va faire Air Transat dans ces cas-là. Et ces annulations, eh bien, elles vont s'intensifier à mesure que la journée va avancer et qu'on va s'approcher, j'allais dire, de la date fatidique ou en tout cas du moment où la grève là, pourrait être déclenchée par les 750 pilotes d'Air Transat. Là. Donc, des vols annulés, ça c'est confirmé, c'est très concret aujourd'hui, oui, mais Air Transat qui a commencé aussi à rapatrier certains de ses passagers. Oui, hier, il y a 4 vols supplémentaires qui ont été ajoutés là, pour ramener certains voyageurs qui étaient dans le sud. C'était des voyageurs qui devaient revenir au pays demain, le 10 décembre, donc journée où pourrait éventuellement commencer cette grève pour éviter justement l'impact d'un éventuel débrayage. Et ce rapatriement-là, donc, ces rapatriements-là, vont se poursuivre aujourd'hui, selon Dave Bourdage, qui est le vice-président exploitation aérienne chez Air Transat. L'opération de rapatriement se poursuit. Ceci étant dit, à mesure que la journée va avancer, il va y avoir un ralentissement des opérations jusqu'à éventuellement, possiblement, devoir stationner nos avions de façon très stratégique dans notre réseau au Canada pour pouvoir repartir très rapidement lorsqu'on aura conclu une entente avec le syndicat. Et s'il y a un débrayage des pilotes d'Air Transat comme prévu, c'est environ 70 vols qui vont être annulés chaque jour, ce qui toucherait là, près de 10 000 clients. Alors, à l'approche des fêtes, à l'approche des vacances des fêtes, de Noël, il y a vraiment des voyageurs qui pourraient, Mathieu, s'il y a conflit, si le conflit se prolonge, bien, pourraient devoir se trouver un plan B. Puis ça, évidemment, c'est pas toujours évident. Je connais des gens, j'ai des amis, par exemple, 2 familles qui devaient partir en Colombie juste un peu avant Noël. Bien, évidemment, chez ces gens-là, aujourd'hui, bien, c'est beaucoup de préoccupations, d'inquiétudes. Là. Ils se demandent comment vont-ils faire. Il faut trouver une autre entreprise, un autre transporteur aérien. C'est pas évident. Là. Non, et ça risque de coûter cher. Et on sait que déjà voyager, ça coûte cher. Souvent, ce sont des gens qui ont fait des économies pendant longtemps pour pouvoir se payer un voyage, par exemple, durant la période des fêtes. Mais ceci dit, il reste encore quelques heures. Il semble que ça s'intensifie à la table de négociation. Oui, après avoir traîné en longueur pendant des mois, selon le syndicat, les négociations se sont accélérées. Vous savez, on vous en a parlé avec l'aide des 3 conciliatrices. On peut même dire que ces négociations, que les pourparlers sont passés en vitesse grand V au cours des derniers jours, des dernières heures, parce que tant du côté du syndicat que du côté de la direction d'Air Transat, il y a vraiment une volonté de régler et d'éviter la grève. Alors, je vous invite à écouter Louis-Éric Mongrain du syndicat qui représente les pilotes d'Air Transat. Moi, je suis extrêmement empathique des impacts sur les passagers. La dernière chose qu'on veut, spécialement en tant que pilote de ligne, c'est d'avoir des impacts négatifs sur nos passagers. On est des professionnels. Alors, les pilotes d'Air Transat qui veulent, on l'a dit à quelques fois, mais il faut quand même le répéter, veulent des conditions de travail et salariales qui sont comparables à celles de leurs collègues dans l'industrie. Ils réclament quoi? De meilleures conditions de travail, de meilleurs avantages sociaux, des augmentations salariales également. Leur convention collective, elle est échue depuis le mois d'avril et c'est depuis le début de l'année, Mathieu, que les 2 parties là, ont commencé à négocier. Là. Ça risque de bouger dans les prochaines heures. Vous serez là, en tout cas, plus tard ce matin pour nous tenir informés, nous tenir au courant. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci, au revoir. Bonne journée. Julie Jasmine est de retour en studio pour nous parler des Golden Globes. On connaît maintenant les nominations, les récompenses américaines du cinéma et de la télé. Souvent, une espèce de mise en bouche pour les Oscars. Oh, j'ai souvent dit la Ligue des pamplemousses. Je ne vais pas me faire chicaner. Mais c'est un peu ça. Ça met la table, généralement. Et c'est voté par l'Association de la presse étrangère qui est basée à Hollywood. Et j'avais envie de vous parler des Canadiens qui se démarquent très, très bien cette année. Ça commence avec la réalisatrice coréano-canadienne Maggie Kang, qui est nommée au Golden Globe pour un meilleur film d'animation. Et si je vous disais, tiens, K-Pop Demon Hunter. On vise le top, c'est notre moment. Rien ne pourra nous arrêter. On est venu là pour briller. Oh, top, pour maintenant.
Vendredi dernier, c'était la fête de ma fille, 12 ans, et quelques amis étaient à la maison. Ça a résonné, Ça a résonné. OK. Et cette chanson-là, Briller, est d'ailleurs nommée aussi pour meilleure chanson. Moi, je mettrais un vieux 2 en papier là-dessus. Je réglerais ça maintenant. Et toujours dans la catégorie animation, il y a la Torontoise de Michi qui co-réalise le film Elio, qui est nommée. Alors, c'est 2 Canadiennes qui vont s'affronter dans cette catégorie. Parmi les acteurs, il y a Seth Rogen de Vancouver, qui est en liste pour un prix de meilleur acteur dans sa comédie de studio, qui devra affronter Martin Short, un autre Canadien, pour Only Murders in the Building. Alors, lui, il est nommé pour une 5e année consécutive. Il y a également Catherine O'Hara de Toronto, toujours pour de studio, qui est nommé. Et au rayon des films, dans une plus large perspective, il y a Une bataille après l'autre, film mettant en vedette Leonardo DiCaprio, qui est en tête avec 9 nominations. Et vous vous souvenez, Mathieu, je vous ai parlé de Jafar Pani la semaine passée, ce cinéaste iranien condamné à 1 an de prison. Il peut espérer 4 trophées majeurs pour son film Un simple accident, nommé 4 fois, donc, dont meilleur film international. Donc, ce sera à suivre le 11 janvier prochain. Ce sera la cérémonie. Parlons d'un documentaire qui raconte l'histoire tragique de la petite Aurore, on l'appelle Aurore, l'enfant martyr. Ça a frappé évidemment l'imaginaire, qui a été diffusé sur ICI Télé, mais qui est disponible, et ça, c'est intéressant, en rattrapage sur tout.tv. Absolument. Ça s'appelle Aurore entre mythe et réalité, donc victime de maltraitance, bien sûr, de la part de sa belle-mère, morte à 10 ans en 1920. Et moi, c'était la première fois qu'on me raconte l'histoire d'Aurore par le prisme d'un documentaire et non d'une fiction. On se souvient le premier film noir et blanc là, qui a marqué les esprits, là, Les mains sur le poil, 1952. Puis après ça, il y a eu toutes sortes, évidemment, d'incarnations. Le film de 2005 avec Hélène Bourgeois-Leclerc, il y a eu roman, il y a eu pièce de théâtre bien avant. Mais je vais vous faire entendre Éric Bédard, qui est historien, qui replace un peu tout ça dans son contexte historique de l'époque. À l'époque, les enfants, il fallait les dresser. Les enfants, il fallait leur apprendre la bonne conduite. Il y avait cette idée que châtier les enfants, ça faisait partie aussi un peu de l'éducation. Alors voilà, c'est vraiment un point tournant pour la justice des enfants au Québec. Parfois, c'est dur, c'est troublant. Et on se souviendra aussi de l'histoire de la petite fille de Granby qui est survenue 100 ans plus tard. Alors, on fait en quelque sorte certains parallèles avec tout ça. Bref, c'est à voir. C'est en rattrapage sur ici Tout TV. Ça s'appelle Aurore entre mythe et réalité. C'est un documentaire. Et là, c'est votre calendrier de l'Avent de Noël qui se poursuit aujourd'hui avec quelle chanson? D'après vous, ça sonne quoi, ça? Ça sonne qui? All I Want for Christmas is You, Mariah Carey. Oui, c'est aussi prévisible que la venue du Père Noël, mais on va pas bouder notre plaisir parce qu'elle est au sommet. En fait, elle a atteint le sommet du Billboard Hot 100 durant les derniers jours. Alors, et ça, c'est une 19e semaine, en fait, sur l'ensemble de la création de cette chanson-là qui date déjà d'il y a 30 ans. On se laisse là-dessus? Oui! Salut, bonne journée.